Au début, il y avait les ténèbres, et soudain, bang! Survient la naissance d'une expansion infinie de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers. Le Soleil aurait-il une jumelle maléfique? Une étoile de la mort qu'on n'aurait pas encore découverte, en orbite dans les confins de notre système solaire. Cette étoile mystérieuse sèmerait la destruction dans le système solaire, à intervalles réguliers, ce qui expliquerait les plus grands phénomènes d'extinction de l'histoire terrestre. Les scientifiques, au milieu d'un royaume peuplé de mondes immenses et de planètes mystérieuses, sont à la recherche de Némésis, le nouveau Soleil. Parmi les milliards d'étoiles qui scintillent au-dessus de nos têtes, il y en a une qui pourrait bien être un vrai fléau pour notre planète. Il s'agit de Némésis, une étoile jumelle du Soleil. Pour certains scientifiques, Némésis serait une étoile sombre, qu'on n'aurait pas encore découverte, et qui tournerait en orbite autour du Soleil. Tous les 26 millions d'années, Némésis provoquerait un véritable cataclysme. On sait que le système solaire est entouré d'un énorme nuage de comètes. À chaque passage de ce compagnon de notre Soleil, ces comètes sont attirées vers l'intérieur du système solaire, et certaines risquent de toucher la Terre. Un tel événement provoquerait un massacre colossal. D'après la thèse la plus communément admise, c'est un bloc rocheux tombé du ciel qui aurait causé la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. On est pratiquement sûr aujourd'hui que ce qui a causé l'extinction d'une grande partie de la vie sur Terre il y a 65 millions d'années, c'est un impact de comète. Mais l'astronome Richard Muller propose une théorie révolutionnaire pour expliquer pourquoi cette météorite s'est écrasée sur Terre à ce moment précis. La théorie de Némésis part du postulat qu'il existe une étoile en orbite autour du Soleil et qu'elle repasse à un intervalle de 26 millions d'années. C'est à peu près tout. On n'a presque pas besoin de faire d'autres spéculations. D'après Muller, lorsque Némésis s'approche du Soleil, la perturbation provoquée par son attraction envoie des comètes à l'intérieur du système solaire. Les impacts provoqués par ces météorites sont la cause de plusieurs grandes phases d'extinction dans l'histoire terrestre. Muller nous explique comment est née cette théorie. Deux paléontologues, en observant les phases d'extinction, ont découvert quelque chose qui semblait complètement fou. Ils ont remarqué que des phases similaires de grandes extinctions se reproduisaient tous les 26 millions d'années de façon très régulière. La découverte de ces cycles de 26 millions d'années ne semble pas pouvoir s'expliquer par un quelconque phénomène terrestre. C'est le genre de choses dont on rêve en tant que scientifique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'il y a une découverte à faire. Donc je me suis attelé à la tâche pour trouver ce que c'était. Muller fait alors une proposition étonnante. Selon lui, la seule explication possible à ces extinctions périodiques est la présence d'un corps céleste qui ferait le tour du Soleil en 26 millions d'années, semant le chaos au milieu des comètes à chacun de ses passages. En résumé, notre Soleil aurait une jumelle maléfique. Si l'on finit par trouver cette étoile, ce sera une découverte majeure. Parce qu'elle aurait eu un rôle crucial dans l'évolution de la vie sur Terre. Sans elle, les dinosaures seraient peut-être encore là. Si Muller dit vrai, l'humanité tout entière pourrait devoir son existence à Némésis. Chacune des phases d'extinction a éliminé un grand nombre d'espèces. Mais à chaque fois, ces phases ont aussi permis l'apparition de nouvelles espèces, comme par exemple les humains.
Pour comprendre l'influence de Némésis sur l'évolution des espèces terrestres, il suffit d'observer un écobuage, c'est-à-dire un débroussaillement par le feu dans la réserve écologique du Santa Rosa Plateau en Californie. De temps en temps, il se produit un événement cataclysmique qui élimine un grand nombre de créatures terrestres, ce qui permet de faire de la place pour l'apparition de nouvelles espèces. On voit un incendie derrière nous. Que se passe-t-il? Pourquoi allumez-vous des feux? On a allumé ce feu pour éliminer une partie de la végétation. On cherche à se débarrasser des plantes extérieures qui se sont implantées ici, afin de laisser repousser les plantes locales. On vient ici tous les ans brûler certaines parcelles pour pouvoir les étudier et voir l'impact de ces plantes sur l'environnement. La pratique de l'écobuage reproduit les phases d'extinction massive qui auraient été causées par Némésis. La plupart des espèces sont éliminées. Mais la destruction donne de l'espace aux survivants pour s'épanouir et évoluer. C'est ce qui s'est passé pour l'espèce humaine après la disparition des dinosaures. Le débroussaillage par le feu se fait une fois par an à Santa Rosa, pour la même raison qui nous pousse à examiner la possibilité de l'existence de Némésis. Le besoin d'une purification régulière. Il n'y a que deux explications valables à la régularité de ces phases d'extinction. La première, c'est la théorie de Némésis. La seconde, c'est que par un hasard total, ces phases se produisent régulièrement tous les 26 millions d'années. Mais comment Némésis pourrait-elle provoquer ces phases d'extinction avec la même régularité qu'un écobuage? La réponse à cette question se trouve peut-être dans une région du système solaire qu'on appelle le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort, c'est un endroit froid où sont stockées les comètes, avant qu'elles ne foncent droit vers le Soleil. Ces astéroïdes attendent là, en pleine glaciation, à peu près à mi-distance entre nous et les étoiles les plus proches. La majorité des comètes du nuage d'Oort naviguent en orbite, à bonne distance, c'est-à-dire environ une année-lumière du Soleil. Sauf si quelque chose vient perturber leur orbite. De temps en temps, une étoile s'approche et les astéroïdes sont un peu bousculés. Et rien que ça peut avoir des effets importants. Les astéroïdes peuvent être emportés et quitter complètement l'orbite solaire. Mais leur orbite peut aussi être légèrement modifiée et se rapprocher lentement du Soleil. En suivant les gestes d'un jongleur, l'astronome Greg Laughlin va nous aider à comprendre pourquoi la trajectoire des comètes est aussi sensible au passage d'une étoile comme Némésis. Bonjour Greg. Voici Josh Horton. Josh va nous aider à comprendre comment fonctionne réellement le nuage de Oort. Avec combien de balles pouvez-vous jongler? Là, j'en ai 7. Je sais jongler avec 8 ou 9 balles, mais 7, c'est ce que je fais le mieux. L'arc dessiné par les balles que lance un jongleur est similaire à l'arc tracé par l'orbite d'une comète, notamment parce que les balles ralentissent au sommet de leur arc et accélèrent en arrivant sur la main du jongleur. Pour reproduire ce qui se passe dans le nuage de Oort, il nous faut beaucoup de balles en mouvement. Est-ce que vous pourriez me donner une petite leçon? Oui, je vais essayer. Commencez avec 2 balles. 2 balles. Vous allez les lancer de sorte qu'elles se croisent en l'air. Non, pas comme ça. La trajectoire des 2 balles doit être la même, comme pour des comètes. Comme ça. Elles se croisent. Elles dessinent un X dans l'air. Je les lance en même temps? Non, c'est droite, gauche. J'attrape, j'attrape. Droite, gauche. C'était ça, mais vous n'avez pas lancé la gauche. Droite, gauche, j'attrape. Voilà, sauf qu'elles sont retombées en même temps. Droite, gauche, j'attrape. C'est mieux. Je suis un peu comme un système solaire, mais avec une grande instabilité gravitationnelle. Josh arrive à maintenir les 7 balles en l'air en même temps, ce qui peut s'apparenter à ce que fait le Soleil, en maintenant des milliers de milliards de comètes en orbite dans le nuage de Oort.
Mais d'après la théorie de Némésis, le fragile équilibre du jonglage solaire serait perturbé par le passage de son étoile jumelle, tous les 26 millions d'années. Et comme sortie d'un film d'horreur, cette jumelle maléfique serait presque invisible. Notre Soleil a-t-il vraiment une sœur jumelle, une étoile nommée Némésis, en orbite dans les confins de notre système solaire? Et tous les 26 millions d'années, cette étoile provoque-t-elle vraiment des pluies d'astéroïdes destructrices? Parfois, les comètes sont éjectées du nuage. Et si certaines finissent effectivement par tomber à l'intérieur du système solaire, alors on peut dire que les paris sont ouverts. Le scientifique Richard Muller évoque la possibilité que ce chaos périodique puisse être causé par une étoile, jumelle du Soleil. En outre, Richard Muller pense savoir exactement de quel genre d'étoile il s'agirait. Une naine rouge. La thèse selon laquelle une étoile tourne en orbite autour du Soleil et revient tous les 26 millions d'années, c'est mon idée. Partons donc du principe que cette étoile est une naine rouge. Pourquoi? Parce que les naines rouges sont les étoiles les plus répandues dans notre galaxie. Une naine rouge est une petite étoile, avec une masse inférieure à 1/10 de celle de notre Soleil. Mais comme va nous le montrer l'astronome Greg Laughlin, la naine rouge peut avoir le même effet sur le système solaire qu'une boule de bowling de 4 kg dans les mains d'un jongleur de feu. Le nuage de Oort est un endroit où il ne se passe pas grand-chose. Alors on va pimenter un peu tout ça. Ces torches vont représenter les comètes du nuage de Oort. Prêt? Je vais m'éloigner un peu. Josh parvient à maintenir toutes les torches en l'air, comme les comètes en orbite dans le nuage de Oort. Voyons ce qui se passe si je lance cette naine rouge à l'intérieur du système solaire. Josh, prêt pour la naine rouge? Oui. C'est parti. Comme vous le voyez, en faisant irruption dans le système solaire, la naine rouge a complètement modifié la trajectoire des comètes. Vous voyez que 2 d'entre elles se sont même écrasées sur Terre. C'est à peu près ce qui se passe quand un impact géant se produit et provoque une extinction massive. Pour la plupart des gens, il est peu probable que la Terre ait été victime d'une série d'impacts provoqués par une étoile en orbite. En effet, quand on observe le ciel, on ne voit qu'un seul soleil. Mais en fait, la plupart des étoiles fonctionnent par deux. On pense qu'environ 60 à 70% des étoiles fonctionnent par deux, voire plus. D'après la théorie de Némésis, proposée par Richard Muller, notre Soleil ferait partie de l'un de ces systèmes stellaires binaires. Tout concorde. Il suffit de partir du principe que le Soleil, comme les 2/3 des autres étoiles de la galaxie, a un compagnon qui, en l'occurrence, passe le voir tous les 26 millions d'années. Tout correspond. Mais dans ce cas, pourquoi ne voit-on pas cette étoile jumelle dans le ciel? D'après Muller, la raison est simple. Némésis est une naine rouge à la luminosité très faible. Quand j'ai commencé à étudier cette théorie, la première question a été de me demander pourquoi personne n'aurait encore trouvé cette étoile. Mais la réponse est simple. Némésis doit être difficilement détectable. Par définition, une naine rouge brille très peu. Ce serait l'étoile la plus proche de notre Soleil et on ne la connaîtrait même pas. Comment est-ce possible? On a deux façons de découvrir des étoiles voisines. Soit parce qu'elles brillent très fort, ce qui n'est pas le cas d'une naine rouge, soit parce que le Soleil passe devant. Là, cette étoile bouge avec nous. Certes, elle est en orbite autour de nous, mais son orbite est très lente et met 26 millions d'années à faire un tour. À notre échelle, elle bouge avec nous. On la percevrait donc comme une étoile fixe dans le ciel. Autrement dit, vu de la Terre, la plupart des corps célestes proches se déplacent avec le temps. Mais pas Némésis.
Alors, pour passer à la vitesse supérieure dans la recherche de cette étoile, la grande question reste de savoir où chercher. Heureusement, les scientifiques comprennent la façon dont deux étoiles tournent chacune en orbite autour de l'autre. Et ils peuvent se servir de cette connaissance pour rechercher Némésis. Si le Soleil et Némésis avaient la même masse, ils tourneraient l'un autour de l'autre dans un mouvement orbital très large mais semblable. Et l'on pourrait facilement localiser Némésis. Mais les étoiles binaires ont rarement la même taille. 10 à 20% des couples d'étoiles comportent deux étoiles d'une taille similaire. Mais dans la plupart des couples, l'une des étoiles est toujours plus grosse que l'autre. Lorsque les étoiles binaires sont de tailles différentes, la plus petite des deux, en l'occurrence Némésis, tourne dans un large mouvement orbital autour de sa jumelle plus grande, le Soleil, qui elle tourne à peine. Pourquoi la petite étoile a-t-elle une orbite à ce point plus large? Pour répondre à cette question, il faut étudier la question du barycentre. Deux gymnastes sur une poutre d'équilibre vont nous aider à comprendre comment ça marche. Les deux étoiles d'un couple tournent en orbite autour de leur barycentre commun. Si les étoiles ont à peu près la même masse, elles tournent donc autour d'un point invisible à mi-chemin entre elles deux. Comme vous le voyez, Tammy et Carly sont ainsi à l'équilibre sur cette balance. C'est bon? Mais à l'inverse de ces deux gymnastes, Némésis et le Soleil ne sont pas égales. L'astronome Richard Muller estime que le Soleil est environ 10 fois plus gros que sa mystérieuse jumelle. Et lorsque l'une des deux étoiles binaires est plus grosse que l'autre, le barycentre se rapproche de la plus grande. Tammy va nous aider à illustrer cela. Tammy, tu pèses combien? 58 kilos? On a déposé au bout de la balance des poids de 15 kilos. Tu es donc près de 4 fois plus lourde qu'eux. Allez, monte. On va voir où tu dois te placer pour mettre la balance à l'équilibre. Étant donné que Tammy a une masse environ 4 fois supérieure au poids de l'autre bout, elle doit avancer bien plus près du barycentre pour maintenir l'équilibre. Si Tammy et les poids représentaient deux étoiles binaires, les poids auraient donc une orbite très large, loin du centre, alors que Tammy aurait un mouvement orbital faible. Du coup, chacun tournerait en orbite autour de l'autre. C'est une erreur de considérer que la plus grosse étoile ne bouge pas et que la plus petite lui tourne autour. Elles tournent en fait toutes les deux autour du même barycentre. Seulement, l'étoile la plus grosse a un mouvement plus faible, alors que la plus petite a un mouvement plus large. Cette remarque est cruciale dans le calcul de la position de Némésis par rapport au Soleil. On sait que l'orbite de Némésis dure 26 millions d'années. Cela nous donne donc son périmètre, puis son rayon qui est d'un peu plus d'une année-lumière. On sait donc à quelle distance elle se trouve. Une fois que les scientifiques savent à peu près où chercher, la recherche de Némésis peut commencer. Et cette recherche a déjà donné lieu à une théorie stupéfiante. Non seulement le Soleil pourrait avoir une sœur jumelle, mais notre système solaire pourrait même abriter une énorme planète encore inconnue. Nous sommes toujours à la recherche de la jumelle maléfique du Soleil. Cette étoile bousculerait des comètes qui à leur tour sèmeraient la mort sur la planète Terre. Toutes les pièces du puzzle semblent s'assembler, sauf une. Pour confirmer la théorie de Némésis, il faudrait trouver une preuve directe de l'existence du corps en lui-même. Et là, tout coïnciderait vraiment. Pourquoi n'avons-nous toujours pas trouvé Némésis? Tout d'abord, peu d'astronomes s'y intéressent vraiment. La plupart se disent que si elle existait, on l'aurait déjà trouvée. Moi, je pense qu'on peut la trouver dans les années qui viennent. Il suffirait d'une vue d'ensemble des étoiles de faible luminosité. C'est là qu'intervient WISE, l'explorateur pour l'étude grand angle dans l'infrarouge.
un nouvel instrument très puissant qui pourrait bien élucider le mystère de Némésis. Ce qui fait de WISE l'instrument idéal, c'est qu'il fonctionne dans l'infrarouge, c'est-à-dire qu'il perçoit la chaleur. En mesurant la chaleur au lieu de la lumière, les scanners infrarouges peuvent détecter facilement des objets chauds, même sombres. Ce qui est pratique quand on observe la chaleur dans l'infrarouge, c'est que la distance du Soleil n'a aucune importance. Jupiter est un bon exemple. La température à la surface de Jupiter est de moins 145 degrés. Malgré tout, c'est une température très élevée en comparaison des moins 260 degrés qui règnent dans l'espace. Donc même loin de la lumière du Soleil, une planète semblable à Jupiter apparaîtrait en pleine lumière dans l'infrarouge. Sur ce circuit, nous allons voir comment WISE va pouvoir trouver Némésis, en observant le contraste infrarouge entre des objets de températures différentes. Ici, le rugissement du moteur ne fait pas tout. Si je suis ici aujourd'hui dans cette école de formation pour pilote de course, c'est pour m'installer à bord d'une voiture et faire plusieurs tours de piste. La voiture sera ensuite filmée grâce à une caméra infrarouge qui sera capable de nous montrer les éléments plus chauds que l'environnement extérieur qui brilleront plus fort dans le spectre infrarouge. Bonjour Ted. Bonjour. Enchanté. De même. Vous êtes pilote? Absolument. À quelle vitesse on va aller? Environ 270 km/h. C'est 2 fois plus rapide que la vitesse autorisée sur l'autoroute. Ça va chauffer. Absolument. Bien, c'est parti. Blair Dupri va m'aider à m'installer dans la voiture. Bien se protéger. Un bon gros casque. C'est pas facile, il n'y a pas de portière, il faut grimper par la fenêtre. Mettez le pied gauche. Ok, Le pied droit maintenant. j'ai l'impression de voler une voiture. Voilà, faufilez-vous. C'était vraiment excitant de se retrouver dans cette voiture. Et quand on a commencé à faire des tours de circuit, je sentais la puissance de la force centrifuge. Ça s'est bien passé avec Ted? Oui, je suis content de ne pas avoir été au volant. Je n'aurais jamais pu conduire, j'étais terrorisé. Une fois la voiture chaude, une caméra infrarouge est braquée dessus. Ross Overstreet, expert en imagerie thermique, va tout voir sous un jour nouveau. Bonjour Alex. Bonjour, ça va? Très bien et vous? Très bien, voyons ces images infrarouges. Là, on regarde l'arrière de la voiture. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette caméra est plus un instrument de mesure qu'une caméra. C'est comme si on avait des millions de thermomètres placés sur l'image. On mesure la température de chaque pixel de l'image. Les éléments chauds apparaissent en rouge, orange ou blanc. Et les éléments plus froids sont colorés en bleu ou en noir. Des couleurs qu'on qualifie de froides. D'accord. Comme vous le voyez, il y a plusieurs zones chaudes sur le véhicule. Je vois aussi des variations sur les pneus. Oui, on voit qu'il y a un pneu un peu plus chaud que l'autre. Le pneu droit était plus chaud que le pneu gauche, parce qu'il a subi une pression plus grande dans les virages. À quelle température est le pneu le plus chaud? Tout à l'heure, on l'a mesuré à 88 degrés. C'est presque la température d'ébullition de l'eau. Quand on regarde à l'œil nu, on ne peut pas savoir qu'il y a de telles différences de température. Mais là, on le voit, c'est génial. Voilà. Et avec cette caméra, on voit tout aussi bien que ce soit dans le noir complet ou en plein jour. La caméra infrarouge voit cette voiture de course de la même façon que WISE peut observer les régions lointaines de notre système solaire. Si Némésis est bien là, l'infrarouge devrait permettre de la voir. Les points chauds de la voiture sont un peu comme les corps chauds et lumineux des confins glacés de l'univers, loin du Soleil. C'est une façon nouvelle de découvrir des objets qui seraient trop peu lumineux pour être aperçus par un télescope classique, mais suffisamment pour être détectés dans l'infrarouge. Le télescope WISE a achevé son observation du ciel au début de l'année 2011. Mais pour trouver Némésis, les résultats ne sont toujours pas concluants. L'étude de WISE va nécessiter une longue analyse.
Tout simplement parce que cette technologie a permis de recueillir un très grand nombre d'informations. On n'a même pas encore étudié la moitié des étoiles qui pourraient être Némésis. Mais dans les années qui viennent, on s'attend à ce que la théorie de Némésis puisse être soit confirmée, soit infirmée. En attendant, la question reste ouverte. Le fait qu'un objet aussi proche de la Terre reste encore si obscur a surpris Frank Jankowski, de Mobile, en Alabama. Comment se fait-il que les scientifiques puissent observer des objets spatiaux à des millions d'années-lumière, tout en ayant des difficultés pour détecter des objets situés en bordure de notre système solaire? C'est une question intéressante, Frank. Les objets que peuvent détecter les astronomes à des millions d'années-lumière sont très puissants et lumineux. Ils produisent une grande quantité d'énergie par eux-mêmes, comme des étoiles en explosion. Mais s'il existe un corps céleste proche de notre système solaire, qui soit petit et ne réfléchisse que très peu de la lumière du Soleil, alors on ne peut pas le voir à une longueur d'onde normale. Mais en analysant les données de WISE, les scientifiques ont fait une découverte troublante. Bien que les calculs indiquent que Némésis ne repassera pas avant plusieurs millions d'années, quelque chose semble bousculer les comètes du nuage d'Oort en ce moment même. Némésis serait-elle déjà de retour ? Depuis l'apparition de la théorie de Némésis, les astronomes sont à la recherche d'une étoile rouge qui perturbe périodiquement la gravitation des comètes du nuage d'Oort, les envoyant droit à la catastrophe dans notre système solaire, et notamment vers la Terre, tous les 26 millions d'années. En étudiant le nuage d'Oort, les scientifiques ont découvert des éléments troublants, indiquant que quelque chose perturbe l'orbite des comètes en ce moment même. Serait-ce déjà l'influence de Némésis? Si le Soleil était seul, s'il n'y avait pas de Némésis, les comètes du nuage d'Oort auraient des trajectoires très prévisibles et régulières. On pourrait prédire le moment où elles arrivent et où elles repartent. Sans influence gravitationnelle autre que celle du Soleil, les comètes du nuage d'Oort, tout comme des balles de jonglage, seraient réparties régulièrement dans le ciel. Mais ce n'est pas ce qu'ont observé les scientifiques. Lorsqu'on observe le ciel pour voir la direction des comètes, elles semblent provenir pour beaucoup d'une même région du ciel. L'une des explications possibles, c'est que leur trajectoire soit influencée par des perturbations gravitationnelles dues à un objet invisible dans l'espace. En se basant sur ces observations, les scientifiques en déduisent qu'un énorme objet perturbe le nuage d'Oort. Pour en arriver à cette déduction, ils procèdent de la même façon que les agents de circulation qui déduisent la présence d'un accident quelque part sur les routes de Los Angeles en observant les perturbations du trafic. Bonjour Marco, où sommes-nous? À quoi sert cette pièce? Ce que vous voyez au mur, c'est un système de cartographie de nos autoroutes. Il montre toutes les routes majeures de Los Angeles. Les points verts représentent une circulation fluide, alors que les points rouges indiquent que quelque chose provoque un ralentissement du trafic. Le ralentissement est seulement un indicateur qu'il se passe quelque chose. Mais pour connaître la cause de la perturbation, il faut soit une caméra sur place, soit le rapport d'un témoin capable de nous dire ce qui se passe. Exactement. Les astronomes ont le même problème. Il leur faut comprendre ce qu'ils ne peuvent pas voir. En astronomie, on doit souvent déduire l'existence de quelque chose, non pas à partir de ce que l'on voit, mais en se fiant à l'influence qu'on peut observer sur les choses qui l'entourent. Que ce soit le trop grand nombre de voitures sur des routes trop étroites ou un accident qui ralentisse la circulation, chaque problème a toujours une cause. Puisque les scientifiques observent un problème dans le nuage d'Oort,
Némésis pourrait-elle en être la cause? Cet endroit est vraiment impressionnant. Sur les écrans de contrôle, toutes les données sont transmises par les caméras et l'on reçoit tous les rapports d'incidents des autoroutes californiennes. Les données traitées ici sont bien plus nombreuses que les données sur lesquelles travaillent les astronomes. Si l'on pouvait avoir des caméras placées un peu partout jusqu'aux limites du système solaire, on apprendrait bien plus de choses. Même sans caméra, les scientifiques proposent une théorie remarquable pour expliquer les perturbations du nuage d'Oort. D'après cette théorie, la cause du trouble ne serait pas Némésis. La coupable serait pourtant tout aussi étonnante. Une planète géante et encore inconnue, 4 fois plus grosse que Jupiter, c'est-à-dire la plus grosse planète du système solaire. Les scientifiques lui donnent le nom de Tyche. En gros, Tyche est une version light de Némésis. Selon l'hypothèse de départ, Némésis est une naine rouge, c'est-à-dire un corps 100 fois plus gros que Jupiter. Contrairement à Némésis, Tyche ne serait pas lumineuse comme une étoile. Elle ressemblerait plutôt à une jumelle inconnue de Jupiter. Ce serait plus impressionnant si on la regardait avec des lunettes à vision nocturne. On verrait des brèches dans les nuages et des éclairs. On verrait les nuages s'éclairer à la lumière des éclairs qui se produiraient sous la couche nuageuse. Tyche pourrait bien perturber l'orbite des comètes du nuage d'Oort, mais elle ne peut pas être la cause des phases périodiques d'extinction sur Terre. D'abord parce que d'après l'estimation de sa position, elle serait sur une orbite d'1 million d'années et non pas 26 millions comme Némésis. Et ensuite, elle serait trop petite. Tyche n'aurait pas une puissance gravitationnelle suffisante pour déplacer des comètes et les faire s'écraser sur Terre périodiquement. Elle ne pourrait pas modifier complètement la structure du nuage d'Oort. Son influence ne serait visible que par de petites modifications et pas d'énormes déplacements de comètes au point de donner l'impression qu'elles viennent de nulle part. Tout comme pour Némésis, WISE, le télescope de la NASA, devrait être capable de détecter Tyche, si elle existe. Il serait surprenant que notre système solaire abrite une planète aussi grosse et encore inconnue. Toutefois, cette hypothèse ne confirme pas la théorie de Némésis, mais ne l'infirme pas non plus. Mais grâce à une récente découverte sur les bordures du système solaire, on devrait rapidement en savoir plus sur l'existence éventuelle de Némésis et sur la menace qu'elle représenterait pour la vie sur Terre. En 2003, l'astronome Mike Brown fait une découverte historique. Il détecte dans le ciel nocturne un corps étrange qu'il ne peut expliquer. Je me souviens du jour où j'ai découvert Sedna. Je regardais les images sur mon écran en me disant « C'est impossible, c'est bien trop loin, il n'existe rien de tel dans le système solaire ». L'objet détecté par Brown semble être un planétoïde, un peu plus petit que notre Lune, qu'on appelle Sedna. Mais Sedna présente une véritable énigme scientifique. À son point le plus proche, Sedna est 3 fois plus loin du Soleil que Pluton et se situe dans une zone où les astronomes ne se seraient jamais attendus à trouver des corps planétaires. C'est l'endroit le plus froid et le plus reculé qu'on connaisse dans le système solaire. Si je me trouvais sur Sedna, je pourrais prendre une épingle, tendre le bras et cacher le Soleil avec la tête de l'épingle. En plus de se trouver dans une zone très reculée, Sedna suit une orbite elliptique très large dans le système solaire. Le problème, c'est qu'il n'y a rien dans l'entourage de Sedna qui puisse attester d'une orbite aussi lointaine et aussi extrême. Vu l'endroit où elle se trouve, il n'y a rien qui puisse affecter sa trajectoire. Elle ne passe près d'aucune planète et aucune étoile ne s'approche jamais de sa position. Donc, qu'est-ce qui a pu donner à Sedna son orbite très particulière? En théorie, Némésis aurait-elle pu jouer un rôle? Brown nous explique que grâce à un trampoline, on peut comprendre comment Sedna a pu finir par suivre cette orbite, qui laisse les astronomes perplexes. J'ai derrière moi une échelle de mesure pour voir à quelle hauteur je saute.
Elle est graduée tous les 60 cm. Mes sauts vont représenter la distance que j'ai par rapport au Soleil lorsque je suis en orbite. Sur une orbite planétaire normale, circulaire, la planète tourne autour du Soleil en un cercle dont le Soleil est le centre, toujours à la même distance. C'est comme si je restais immobile sur le trampoline, toujours à la même distance du sol. Mais au lieu d'une orbite circulaire, il existe aussi des orbites elliptiques autour du Soleil. Sur une orbite elliptique, la planète s'éloigne du Soleil, puis se rapproche. Pour représenter ce mouvement, c'est comme lorsque je saute sur le trampoline. Je monte et je descends. Tout comme avec la gravité qui nous force à rester en orbite, en arrivant au sommet de son saut, c'est aussi la gravité qui force Brown à redescendre. Tant que rien ne vient me perturber, je peux rester sur cette orbite pour toujours. Je monte et je descends à une hauteur constante. Mais pour Sedna, quelque chose d'inhabituel a dû se produire. Elle semble avoir subi une force mystérieuse qui l'a envoyée dans une région où aucun corps planétaire ne devrait exister. Certains pensent que cette force, c'était Némésis. Et si la sœur jumelle du Soleil est bien là, les scientifiques sont capables de prédire le moment où nous observerons les signes alarmants de son retour. Tandis que les astronomes sont toujours à la recherche de Némésis, une étoile censée provoquer des phases d'extinction périodiques sur Terre, la découverte récente d'un petit monde nommé Sedna pourrait bien être la preuve qu'ils cherchaient. Il y a plusieurs milliards d'années, Sedna tournait autour du Soleil, comme les autres planètes, en une orbite quasiment circulaire. Mais soudain, se sont produits deux événements étranges. Tout d'abord, quelque chose a forcé Sedna à épouser une orbite elliptique. Ensuite, quelque chose a repoussé cette orbite si loin que ce phénomène semble défier toute explication visible. La première question, celle de l'orbite elliptique, peut s'expliquer assez facilement. Ce changement d'orbite pourrait être tout simplement dû aux forces gravitationnelles de deux géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. Mike Brown nous l'explique sur le trampoline. Pour comprendre le fonctionnement des orbites du système solaire et pourquoi certaines sont en ellipse, il faut prendre plus de hauteur sur le trampoline. Moi, je ne sais pas faire, mais Ken, lui, il sait. Je vous laisse faire. Nous allons voir que des personnes supplémentaires sur le trampoline donnent plus de rebond. De même, les grandes planètes gazeuses de notre système solaire peuvent produire une force gravitationnelle suffisante pour étirer l'orbite de planètes plus petites. Voici Sedna, sur son orbite légèrement elliptique. Mais à un moment donné, Sedna s'est un peu trop approché d'une autre planète. La force d'attraction de la planète lui donne un élan supplémentaire qui amplifie l'ellipse de son orbite. Du coup, Sedna se rapproche alors d'une autre planète, par exemple Jupiter. Voici Jupiter qui fait sauter Sedna encore plus haut. Si Jupiter lui procure un élan suffisant, l'ellipse de Sedna pourrait même s'allonger jusqu'à l'extérieur du système solaire. L'élan fourni par Jupiter et Saturne explique comment l'orbite de Sedna a pris la forme d'une ellipse, mais pas comment elle s'est retrouvée dans une zone aussi reculée du système solaire, là où aucun scientifique ne s'attendait à trouver une planète. Sedna était sur une orbite elliptique qui s'allongeait encore et encore et encore. Quelque chose a dû lui arriver au sommet de sa courbe. Par exemple, d'autres forces gravitationnelles ont modifié son orbite, ce qui fait qu'elle n'a jamais pu revenir là où elle était avant. C'est comme si une force gravitationnelle secondaire avait repoussé Sedna sur un autre trampoline, l'obligeant désormais à sauter dans une zone inattendue. L'explication la plus plausible, ce serait qu'il y ait eu une autre étoile, très proche du Soleil, juste au moment où Sedna a subi ce phénomène. On pense que le système solaire s'est formé au milieu d'un groupe d'étoiles, dont les rencontres inopinées avec des étoiles voisines ou des planètes errantes étaient bien plus fréquentes au tout début de la formation du système solaire. La plupart des étoiles sœurs du Soleil se sont dispersées depuis longtemps. Mais d'après la théorie de Némésis, l'une d'elles est toujours là, en orbite autour du Soleil.
Elle provoquerait périodiquement des phases de chaos parmi les comètes et serait prête à semer une nouvelle fois la mort sur Terre. Si cette théorie se vérifiait, les futures générations d'humains devraient faire face à une menace phénoménale au prochain passage de Némésis dans 10 millions d'années. La Lune, Mars et les autres planètes n'auront pas changé par rapport à leur état actuel. Sur Terre, les villes auront peut-être disparu, mais les continents seront encore à peu près à leur position actuelle. Mais d'après la théorie de Némésis, une transformation majeure est en cours, à une année-lumière du Soleil. Une étoile rouge sombre a fait irruption dans le nuage d'Oort. Némésis est de retour. Si les humains existent encore sur Terre à ce moment-là, ils devront faire face à une menace cosmique lente, mais imminente. Le nuage d'Oort contient peut-être 10 000 milliards de comètes, peut-être même plus. Mais il faut garder à l'esprit qu'il est immense. Si l'on se trouvait au milieu du nuage d'Oort, on ne serait pas bousculé en permanence par des comètes. Elles ne sont pas collées les unes aux autres, loin de là. Comme une boule de bowling dans les mains d'un jongleur, Némésis se libère simplement de la place en dégageant certaines comètes. Le nuage d'Oort est vide en son milieu. Cet espace a été formé par Jupiter et le Soleil, et c'est là que nous vivons. Mais à l'approche de Némésis, le système solaire se transforme en véritable champ de tir. On commencera par voir un peu plus de comètes que d'habitude. Et puis soudain, on verra des comètes partout. À la période la plus forte, il pourrait y avoir 1000 à 10 000 comètes par an dans le ciel. D'après les prévisions, la Terre se retrouvera au milieu de cette pluie de comètes durant 1 million d'années. Sur cette période d'1 million d'années, on recevra la visite d'environ 1 milliard de comètes. Et en faisant le calcul, on peut s'attendre à ce qu'au moins une ou deux d'entre elles touchent la Terre. Il est difficile de prévoir exactement le moment de l'impact. Mais on pourrait déterminer une phase, une sorte de période à risque, dans laquelle la menace d'un impact catastrophique sera bien plus importante qu'elle ne l'est actuellement. Cet impact provoquera-t-il une nouvelle extinction massive sur Terre? Peut-être, mais on saura peut-être aussi l'éviter. Je dis souvent en souriant que Némésis n'a pas bien prévu son coup cette fois-ci. Entre la dernière extinction et la prochaine, il y a tout le temps pour une forme de vie intelligente de rassembler ses compétences pour faire en sorte qu'au prochain passage de Némésis, quand le ciel se remplira de comètes, on s'assure qu'aucune ne nous tombe sur la tête. Ce destin est-il inévitable? En attendant que les scientifiques confirment l'existence de Némésis, ou prouvent au contraire qu'elle n'existe pas, on ne peut le savoir. Il faut bien se rendre compte qu'il ne s'agit pas simplement d'un débat abstrait. Il est clair que ces occurrences d'impact de corps célestes sont rares. Mais lorsque ça arrive, les conséquences peuvent être catastrophiques. Il faut donc qu'on parvienne à une meilleure compréhension de notre système solaire et qu'on continue d'observer le ciel. Tout cela pourrait s'avérer crucial pour notre propre survie. Si, dans l'avenir, notre ciel finit effectivement par fourmiller de comètes, l'humanité aura peut-être trouvé un moyen